Aujourd'hui dans Futura Innovation, nous abordons une thématique de moins en moins taboue, les produits érotiques. Selon certaines estimations, les Français les utilisent de plus en plus. En 2020, 51% des personnes âgées de 18 à 60 ans affirmaient avoir testé un jouet intime, contre 37% en 2012 et seulement 9% en 2007. Parallèlement, leur fabrication évolue également, devenant de plus en plus éco-responsable. Depuis quelques années, des marques innovantes redéfinissent la conception de ces produits, alliant plaisir et respect de l'environnement. Pour en savoir plus sur le sujet, Thibaut Caudron reçoit Morgan Berlanga, fondateur de Goliath, une marque qui revendique révolutionner la sexualité avec les plantes. Bonjour Morgan. Hello Thibaut. Pour commencer cette conversation, peut-être, est-ce que tu pourrais nous présenter les produits de la gamme Goliath ? Ouais, avec grand plaisir. Du coup, Goliath, c'est quoi ? C'est effectivement une marque dédiée au bien-être intime, mais on a un vrai focus sur la cosmétique intime certifiée bio. Donc, cosmétique intime, c'est quoi ? C'est tout ce qui est gel lubrifiant intime, gel pour le plaisir, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, des huiles de massage, mais on a aussi des produits plus soins comme un baume apaisant pour la vulve, pour tout ce qui est démangeaison. Donc, le spectre est assez large, finalement, sur tout ce qui est produits intimes. Votre démarche cosmétique est présentée comme proche de l'ayurvédique. Ça se traduit comment en termes de composants pour Goliath ? Effectivement, nous, on s'est rendu compte que les gens ne faisaient pas forcément attention à ce qu'ils mettaient dans leur intimité. En tout cas, ils font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils utilisent sur leur peau. Mais c'est vrai que dans leur pratique intime, c'était plus ou moins le dernier de leurs soucis. Et nous, on est parti de ce constat-là parce qu'on s'est dit que tout ce qui est en contact avec la muqueuse, ça devrait au contraire être vraiment réfléchi. Donc, on s'est inspiré de l'ayurvédique. L'ayurvédique, c'est quoi ? L'idée, c'est que tout ce qu'on met sur la peau devrait pouvoir être comestible. Donc, on s'est dit que si c'était valable pour la cosmétique classique, ça devait d'autant plus l'être pour la cosmétique intime. Donc, ça veut dire que vous utilisez quoi ? Des produits bio, des produits locaux ? Comment vous fournissez ces produits ? Effectivement, nous, on est sur des produits made in France. De toute façon, sur la cosmétique, je pense que c'est un vrai savoir-faire en France. Mais on a voulu aller encore plus loin. Donc, on a fait le choix de travailler avec un laboratoire familial qui cultive ses propres champs dans le sud-ouest. Pour te donner une idée, on a des ingrédients de certains de nos produits. Par exemple, Calendula, qui est dans le soin vulve, est directement cultivé dans le sud-ouest. Pareil pour la menthe poivrée que tu vas retrouver dans d'autres produits ou le lin qu'on utilise pour nos gels lubrifiants. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un contrôle du champ au flacon et clairement de proposer une qualité qui est inégalée dans notre secteur pour ce type de produit. Donc, c'est vrai qu'on en est plutôt fiers. Qui dit produits bio et locaux, souvent engendre quelques contraintes, notamment au niveau du coût. Comment vous réussissez à rester dans une gamme de prix raisonnable ? Les gens se rendent pas forcément compte de ce qu'implique la certification bio. Et c'est vrai qu'eux, ils voient le prix auquel ils achètent le produit qui est souvent un peu plus cher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, de notre côté, on a vraiment beaucoup plus de contraintes. On a notamment des audits dans nos entrepôts, dans le laboratoire, auprès de la société. Et forcément, il y a beaucoup de coûts qui sont supplémentaires. Comme on l'a dit aussi juste avant, on privilégie les ingrédients locaux, le travail local. Forcément, ça coûte beaucoup plus cher que des produits qui vont être cultivés à l'étranger. Donc après, nous, on essaie quand même de se positionner sur des prix qui sont plutôt cohérents et alignés avec notre catégorie dans notre secteur. Mais c'est quand même quelque chose qui est pas forcément évident pour nous. Donc, on essaye aussi de faire du volume. C'est pour ça qu'on essaye de se développer à l'export. Parce qu'en fait, dans la cosmétique, plus tu vas faire du volume, plus forcément tu vas pouvoir jouer sur tes coûts et donc augmenter tes marges. Mais c'est vrai que c'est un point qui est pas évident. Après, on est aussi propriétaire de nos propres formules. Donc, en gros, il y a beaucoup de points qu'on peut optimiser là où d'autres marques utiliseraient des entre guillemets marques blanches ou des formules blanches. Donc, ils ont moins de contrôle sur la formule et forcément moins de possibilités d'optimisation. Encore une fois, ce que je disais, c'est que notre labo, il cultive aussi ses propres plantes. Donc, forcément, quand le produit, tu le fabriques toi, ça revient moins cher que si tu devais l'acheter ailleurs. Et enfin, je pense que dernier levier, on va quand même réfléchir à long terme potentiellement à créer notre propre laboratoire pour optimiser nos coûts et optimiser aussi du coup nos délais. Autant Goliath est engagé sur le bio, autant tu m'as confié être plus dubitatif sur le Made in France. Pour quelle raison ? Made in France, attention, c'est par rapport au sextoy, parce qu'effectivement, tous les cosmétiques sont made in France et c'est vrai qu'on a un vrai savoir-faire sur la cosmétique en France, notamment avec des énormes marques comme L'Oréal et compagnie. Par contre, sur le sextoys, effectivement, c'est plus compliqué, mais c'est quand même faisable. En fait, nous, on s'est vraiment renseigné là-dessus pendant beaucoup de temps. On a trouvé des partenaires industriels qui seraient capables de le faire. Et quand on parle de sextoy, il faut quand même distinguer aussi deux types de sextoy. Tu as les sextoys sans électronique, type des marques, je pense notamment comme Crapule ou Idée du Désir, qui font des sextoys en silicone ou en bois, qui sont d'ailleurs très beaux,
Mais par contre, dès qu'il y a l'élément électronique à ajouter, c'est beaucoup plus compliqué. Et beaucoup de marques pensent que c'est un vrai frein. Et c'est vrai que c'est un frein, mais c'est pas impossible à faire. Le souci, c'est qu'il faut vraiment un investissement qui soit assez élevé. Et quand je dis assez élevé, tu vois, je pense qu'il faut mettre plus de 100 000 euros sur la table pour lancer un projet. Alors qu'en fait, ce que je me pose comme question, et c'est là où je suis plus dubitatif, c'est est-ce que finalement le client final, il est prêt à mettre plus cher pour un produit made in France? Parce que le made in France, c'est quelque chose aussi qu'entre guillemets, tu vas revendiquer comme preuve sociale, que tu vas pouvoir partager peut-être sur les réseaux sociaux avec tes amis. Ton sextoy, tu vas pas le brandir, parce que je pense pas, après, tu me diras ce que t'en penses. Mais c'est vrai que tu vas pas le brandir en disant, regardez, j'ai acheté un sextoy made in France, j'en suis fier et je l'ai payé 50 euros de plus, je dis n'importe quoi, hein, mais qu'un produit qui soit made in China. Je pense que c'est bien en termes d'argument de vente, mais c'est pas un argument qui va transformer l'achat. Et c'est peut-être ça aussi l'erreur qu'on fait, c'est qu'on veut créer une offre alors qu'il y a peut-être pas forcément une demande. En tout cas, si le produit Made in France n'apporte pas une vraie révolution entre guillemets d'usage ou autre, je suis pas sûr que ça soit très pertinent. Et d'autant plus dans la période actuelle, je pense que les gens, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est un produit qui soit beau, fonctionnel et efficace, mais forcément avec un rapport qualité-prix qui soit très intéressant. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est à la mode, mais pour moi, je sais pas si c'est vraiment adapté à notre secteur, en tout cas actuellement. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez décidé d'arrêter la commercialisation, parce qu'au départ, Goliath vendait des sextoys, et là, tu as annoncé sur les réseaux sociaux le fait d'arrêter cette commercialisation. C'est cette raison-là, et alors, la question qui est sous-jacente par rapport à ça, pourquoi à ce moment-là ne pas essayer de s'associer justement avec des marques, soit françaises si possible, mais d'autres, t'as cité Crapule, il y a Rejoui aussi sur du reconditionné. Pourquoi à ce moment-là ne pas non plus dynamiser le secteur en s'associant? C'est vrai qu'au départ, on a commencé par du sextoy, mais finalement, ce qui nous a fait connaître et ce sur quoi on se développe, c'est la cosmétique intime bio. Et c'est vraiment maintenant notre expertise. Dans notre domaine, on est reconnu comme marque experte sur la cosmétique intime bio. Et c'est vrai que proposer des produits made in China électroniques à côté d'un gel lubrifiant certifié bio et fabriqué en France de façon locale, etc. Tu vois, il y avait un petit peu une dichotomie, quelque chose d'un petit peu bizarre qui fait que, en termes d'identification de marque, c'était pas forcément très cohérent. Donc l'idée, c'est qu'on va arrêter complètement les sextoys sur Goliath petit à petit. Mais on va quand même lancer une autre marque, du coup, qui sera, elle, dédiée uniquement aux sextoys. Et pour ce que tu disais sur les partenariats avec d'autres marques françaises, mais clairement, c'est une super idée. Et Rejoui, ça m'a vraiment étonné. Et je pense que c'est un super concept. Donc, d'ailleurs, pour préciser un petit peu, en fait, eux, ils font du reconditionnement sur du sextoy comme on pourrait l'avoir, entre guillemets, sur du téléphone. Alors, est-ce que les gens sont prêts à acheter ce type de produit intime de façon reconditionnée? Apparemment, oui, parce que justement, j'en parlais avec lui il y a quelques semaines, et il me disait qu'il y avait de plus en plus de demandes. Donc, je trouve ça vraiment excellent comme concept, et ça, c'est vraiment un axe, je pense, qui est hyper intéressant à développer. En tout cas, à défaut d'avoir du Made in France, clairement, si on arrive à reconditionner les produits, à les revendre, leur donner une seconde vie, c'est hyper pertinent. Et pour Crapule, je sais qu'ils ont aussi fait des collabs, notamment avec Passage du Désir, sur des séries made in France sans électronique. Donc, c'est des choses qui se font et qui sont amenées à se développer, qui sont super intéressantes, effectivement. Et en plus, le marché des produits érotiques, alors si on les présente comme ça sur une catégorie, mais effectivement, j'ai cité les chiffres en introduction, on commence à sortir un peu du bois, j'ai l'impression. Beaucoup de marques parlent de la découverte de la sexualité. Ça, c'est un positionnement aussi que vous avez apparemment. Comment ça se traduit pour Goliath? C'est vrai que c'est un marché qui est en plein essor et on en parle beaucoup. D'ailleurs, le secteur, d'ici 2030, ça sera plus de 100 milliards de dollars. Alors après, on aborde la chose de différentes façons et c'est intéressant justement, tu disais érotique. Beaucoup de marques maintenant se lancent et n'abordent pas ce terme de l'érotisme, mais plus du bien-être, du wellness, parce que sinon ça fait aussi peur. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de barrières à l'entrée dans notre secteur qui font que c'est pas évident de pouvoir communiquer sur nos produits. Mais pour en revenir à ta question, effectivement, nous, dès le départ, moi, j'ai voulu offrir des tutos sexo à chacun de nos clients qui achetaient un produit sur notre site. Et en fait, je suis vraiment convaincu qu'il y a un grand manque d'éducation dans notre secteur, mais en fait, qui est lié à la sexualité parce qu'il n'y a pas finalement d'éducation là-dessus à l'école. Hein. C'est pas en faisant une journée, en apprenant aux gens à mettre une capote sur une banane qu'on apprend quelque chose. Et on se rend compte, notamment via les réseaux sociaux, qu'on a énormément de personnes qui nous posent des questions, qui, comme nous, on maîtrise le sujet parce qu'on est dedans et ça nous semble parfois fou, quoi. On a des questions hyper basiques et on se rend compte que les gens ne sont pas éduqués et en fait ne savent pas. Et l'éducation, elle se fait comment? Elle se fait malheureusement via le porno et c'est pas normal, même si on n'a rien contre le porno, mais c'est vrai que ça peut pas être la référence en termes d'éducation sexuelle. Donc, on propose vraiment beaucoup de contenu, que ce soit sur notre blog, sur notre site, mais aussi maintenant et surtout sur les réseaux sociaux.
Et nous, on va lancer les jeudis sexo. Donc, en gros, on a demandé à la commu de poser des questions autour de la sexualité, parce qu'on se rend compte que les gens, ils ont vraiment beaucoup de questions. Et l'idée, c'est qu'un sexothérapeute ou un sexologue, il répondra en vidéo tous les jeudis. Donc, ce sera les jeudis sexo. Et je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que c'est à la fois ludique et fun. Et on se rend compte qu'il y a vraiment une appétence pour de l'information, en fait, de l'éducation de la part des gens, que ce soit de notre communauté, mais même finalement des gens qui nous suivent pas encore. Donc oui, c'est une approche qui me semble hyper intéressante et qu'on va continuer à développer. Après, ça fait aussi écho à mon parcours personnel, puisque moi, j'ai vraiment tardé, c'est même pas à assumer, mais à découvrir ma sexualité, en fait. Donc c'est vrai qu'à l'époque, si moi, j'avais eu des contenus aussi accessibles et pertinents, avec des produits aussi qui t'aident à découvrir ton corps, je pense que ça m'aurait aidé. Donc voilà, c'est un peu un cheminement global qui me semble pertinent à proposer. La grande majorité des produits, que ce soit les sextoys ou les lubrifiants, sont destinés aux femmes ou aux couples. N'y a-t-il pas un marché à développer pour l'homme, plus spécifiquement? C'est hyper intéressant, effectivement, comme question. En fait, le sujet du sextoy, de façon générale, c'est vrai qu'on a en tête le sextoy unique pour la femme. De plus en plus, quand même, on a des produits qui se développent pour les couples. Nous, on propose aussi bien des produits pour les couples que pour les femmes. Et on est en train de développer justement aussi des gels pour les hommes, notamment pour le pénis. C'est un marché clairement qui va exploser dans les prochaines années, d'ailleurs dès maintenant. Et ce qui est assez drôle, c'est que quand on fait des salons, on se rend compte, en fait, quand les gens viennent nous voir, même en couple, c'est vraiment la femme qui va être beaucoup plus à l'aise pour aborder le sujet, et l'homme, lui, va rester un petit peu en retrait derrière, un petit peu mal à l'aise, tu vois, parce que justement, il y a ce côté, mais je sais pas d'ailleurs d'où vient ce tabou. Encore une fois, je pense que c'est un problème d'éducation. On a vraiment créé des carcans où c'est la sexualité, le plaisir. Finalement, on parle souvent de plaisir féminin sans parler de plaisir masculin. Enfin, l'homme, ça serait juste, voilà, la masturbation, basta, un orgasme et c'est fini. Et en fait, il y a tout un cheminement et un travail d'éducation à faire là-dessus. Et oui, il y a beaucoup de marques qui commencent à se lancer, d'ailleurs même des grosses marques qui se lancent sur le secteur du plaisir masculin. Et je pense que ça, clairement, ça va être un gros marché dans les années à venir. Et c'est tant mieux parce que, tu vois, ça contribue aussi un petit peu à l'éducation. Et on se dit pas, c'est réservé que aux femmes ou alors que la communauté gay, pardon. Parce que c'est vrai que c'est pareil, le plaisir prostatique. Quand tu parles à un homme, entre guillemets, hétéro, cisgenre, en fait, tu dis plaisir prostatique. Ah non, moi, ça c'est que pour les gays, surtout pas. Alors qu'en fait, c'est pas une question d'orientation sexuelle, c'est juste une question d'anatomie, de plaisir. Et c'est difficile parce que c'est vraiment un travail d'éducation à faire. On a encore beaucoup de préjugés là-dessus. Mais les choses évoluent petit à petit, notamment aussi au travail des personnes qui relaient ça, des journalistes comme toi, tu vois, qui s'emparent du sujet. Et je pense que c'est hyper intéressant d'en parler. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas, Morgane, pour toutes ces réponses. Ça nous a bien éclairé, je pense, sur le sujet. Et encore une fois, je pense que c'est important. Il faut en parler et que ça sorte un peu du tabou. Merci aussi à toutes les auditrices et auditeurs de votre attention. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt, Morgane. À bientôt, Thibaut. Merci à toi. Merci, à bientôt.